Premier ministre, M. Jacques Chirac, a quitté Paris ce matin pour une visite officielle de 3 jours en Irak, une visite destinée à promouvoir la coopération entre les deux pays. Dans la perspective du sommet européen des 9 et 10 décembre prochains à Paris, les ministres des Affaires étrangères de la CEE vont se rencontrer à nouveau lundi à Bruxelles. Les mouvements de grève se poursuivent à l'ORTF. En conséquence, le programme minimum sera appliqué durant tout le week-end. À la suite de la collision de 2 pétroliers au large du Havre, la marée noire s'est étendue au large des côtes normandes. De nouvelles nappes ont été repérées par des avions de reconnaissance hier soir et ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et puis, il va y avoir aujourd'hui 2 événements sportifs de première importance. D'abord, cet après-midi au Parc des Princes, le match international de rugby France-Springboks. Et ce soir, au Palais des Expositions, toujours à Paris, un championnat du monde de boxe qui opposera le Colombien Rodrigo Valdés au Français Gracien Tonna. Au parc, cet après-midi, le terrain sera plutôt lourd puisqu'il a plu sans discontinuer depuis la nuit dernière sur Paris. Reste à savoir laquelle des 2 équipes s'adaptera le mieux à ces conditions. Rappelons que l'équipe de France avait perdu le premier test match à Toulouse samedi dernier par 13-4. Une pluie fine n'a pas cessé de tomber depuis ce matin sur la capitale. Ce 2e test match se déroulera donc sensiblement dans les mêmes conditions qu'à Toulouse, c'est-à-dire sur une pelouse glissante. Le comportement des avants devrait décider de l'issue de la rencontre. Les Sud-Africains partent favoris, mais on s'en souvient, il l'était aussi un certain 18 février 1961 contre le 15 de François Moncla qui s'était littéralement surpassé en obtenant le match nul. Un exemple qui sera peut-être suivi cet après-midi par le 15 tricolore. Je crois qu'on a eu, le souvenir que j'en ai toujours, c'est qu'on a eu beaucoup de chance pour arriver à faire un match nul contre cette équipe de Springbok qui avait, si je dois faire la critique un petit peu, qui avait gaspillé beaucoup de balles. Nous, on s'était dépensé avec une énergie folle. Je sais qu'on avait la chair de poule, je l'ai peut-être un petit peu même en le racontant, mais quand on avait revu le match à la télévision, au magnétoscope, on avait la chair de poule de se voir comme ça, dynamique. Enfin, on ne pensait pas qu'on pouvait atteindre un niveau comme celui-ci. Devant les Springboks, c'est comme devant toutes les équipes britanniques, surtout en équipe de France, c'est des grands matchs parce qu'ils sont derrière, ils sont plus vite que nous, en principe, et plus forts, plus costauds. Alors c'est toujours du souci à se faire pour les passer et en défense. Si vous voulez, à ce moment-là, j'ai rencontré ou j'avais à commander une équipe de 14 copains ou 15 copains qui étaient sur le terrain, qui se défonçaient pour un idéal, c'est-à-dire le maillot que nous portions sur nos épaules à ce moment-là. Maintenant, nous étions peut-être un peu subjugués par le fait qu'en 1958, ça avait été une tournée extraordinaire et que ceux qui manquaient en 1958 en Afrique du Sud ont voulu se montrer à la hauteur de leurs aînés. Et c'est peut-être ceux qui nous avaient animés et qui avaient fait que nous avons tenu la dragée haute au Springbok. En raison des mouvements de grève à l'ORTF, ce match de rugby ne sera pas retransmis cet après-midi, les organisations syndicales ayant estimé ne pas devoir assurer cette retransmission qui sortait du cadre du service minimum. Ce soir à 20 h au Palais des Expositions, à Paris, tout est possible dans le championnat du monde de boxe qui opposera le tenant du titre Rodrigo Valdés à son challenger, le Français Gracien Tonna. Valdés est le favori logique, mais Tonna peut, grâce à sa puissance physique et à une ambiance favorable, tout bousculer sur son passage. C'est son style. La saison pugilistique s'ouvre ce soir sur un championnat du monde des poids moyens. Les organisateurs parisiens Charlet Michaelis et Gilbert Benaïm ont choisi le Palais des Expositions pour abriter l'événement. 8000 spectateurs pourront suivre le combat dans des conditions parfaites de confort et de visibilité. Les sièges ont été surélevés pour la circonstance. C'est un championnat du monde placé sous le signe de la force. Le challenger, Gracien Tonna, 25 ans, 1,77 m, doté d'une puissance de frappe peu commune, possède une carte de visite impressionnante. 35 victoires pour 38 combats, dont 29 avant la limite. Le tenant du titre, version WBC, Rodrigo Valdés, c'est lui, 27 ans, 1,78 m, invaincu depuis 1970, est un boxeur plus complet et plus rapide que le Français. Il est aussi un véritable puncher, 52 victoires pour 58 combats, dont 32 avant la limite.
Le Colombien est d'ailleurs le seul à avoir mis KO le redoutable Américain Benny Briscoe. C'était à Monaco le 25 mai 1974. Rodrigo Valdés devenait ce soir-là champion du monde des poids moyens, catégorie WBC. Depuis, Rodrigo Valdés a disputé 2 combats de préparation qui se sont soldés par 2 succès. Jackson KO deuxième reprise à Bogota et le mois dernier à New York, Valdés battait au point Nini Curto. Le protégé de Jim Clancy a ensuite terminé sa préparation à la salle Jovert à Saint-Paul. Je me suis préparé rationnellement et j'arrive maintenant au sommet de ma condition physique. Je garderai mon titre contre Tona. Tona est un bon boxeur qui frappe fort, qui attaque bien, qui sait bien se défendre. De plus, il attaque comme Benny Briscoe. C'est un style qui me convient, mais il va falloir que je me méfie de son punch. Avec Gracien Tona, tout est possible. Véritable force de la nature, le Marseillais est capable du meilleur comme du pire. Tona, qui a rapidement gravi les échelons dans la hiérarchie mondiale, va tenter ce soir un coup de maître, devenir le 3e champion du monde français des poids moyens, après Marcel Thiel et Marcel Cerdan. Entre Valdés le puncher et Tona le frappeur, c'est l'incertitude d'un championnat du monde qui se disputera ce soir dans l'ombre de Carlos Monzon. C'est très tôt ce matin, il était 6h30, que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, s'est envolé à bord d'un Airbus pour une visite officielle de 3 jours en Irak. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement français se rend dans ce pays, qui est le second fournisseur en pétrole de la France. M. Chirac est accompagné d'une nombreuse délégation, qui comprend notamment le secrétaire d'État au commerce extérieur et le directeur général de l'industrie. Plusieurs entretiens sont prévus dans la capitale irakienne et M. Chirac sera sans doute reçu par le chef de l'État irakien. Ce voyage du Premier ministre devrait, dit-on, promouvoir une importante coopération entre la France et l'Irak, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. L'Irak, qui est surtout depuis l'augmentation du prix des matières premières un pays en pleine expansion et qui cherche à s'industrialiser, n'est pas très connu. En voici un aperçu essentiel. La glorification du travail et de la nation arabe lors des fêtes de la Révolution dans un stade de Bagdad. L'Irak de la légende, c'est autre chose. C'est d'abord la Bagdad des 1001 nuits, aujourd'hui disparue. Ce sont ces mosquées couvertes d'or. C'est l'islam. C'est encore le Moyen-Âge avec ses petits métiers et ses traditions. C'est le souvenir de la domination britannique. Tout cela, le BAS, le Parti socialiste arabe au pouvoir depuis 1968, veut le faire évoluer. Il veut faire rattraper au pays son retard, en faire une nation moderne, économiquement développée. Son atout et sa richesse, le pétrole. Partout des routes et des écoles en construction. La terre ici est inculte parce que gorgée de sel. Qu'importe, on la quadrille de canaux qui permettront littéralement de laver le sol pour le rendre fertile. Nous sommes dans un pays socialiste, ami de l'Union soviétique. La révolution pour le BAS, c'est aussi la réforme agraire et l'union entre toutes les catégories de la population. Ici, aux environs de Bagdad, des professeurs et des étudiants creusent à la pelle plusieurs kilomètres de canaux d'irrigation. L'Irak a donc fait un pari. Réaliser en 10 ans un plan très ambitieux de mise en valeur de terres jusqu'à présent incultes, avec l'aide de l'Union soviétique. La France peut espérer être associée à ce plan en exportant ses techniques. L'enjeu pour notre pays, qui déjà est en train de ravir à la Grande-Bretagne la première place parmi les fournisseurs de l'Irak, compenser l'envolée des prix du pétrole. De janvier à septembre, la France a importé pour 3,5 milliards de francs de produits irakiens, essentiellement du pétrole bien sûr. Ces exportations n'ont représenté que 650 millions de francs. On comprend l'importance sur le plan économique que prend le voyage de M. Chirac.
les retraites complémentaires vont être augmentées de 6,3% le 1er janvier prochain. C'est une avance sur la revalorisation qui intervient chaque année, mais d'habitude le 1er juillet. Les retraités dépendant de l'Union centrale des institutions de retraite et salariés qui vont bénéficier de cette majoration sont actuellement 2 300 000. Au PTT, le travail reprend progressivement dans les centres de tri de la région parisienne. Selon les prévisions, le trafic et la distribution devraient être redevenus normaux lundi matin. Mais il faudra au moins 4 à 5 semaines pour que le courrier en souffrance soit tout à fait écoulé. Et puis, si vous ne le savez pas encore, sachez qu'un délai a été accordé par le ministère des Finances pour l'achat de la vignette auto 1975. Si vous ne voulez pas être pénalisé, il faudra l'acheter avant le 9 décembre prochain. La situation à l'ORTF. À l'ORTF, l'intersyndicale des personnels a décidé hier soir de poursuivre son mouvement de grève jusqu'à lundi. De leur côté, les journalistes en grève depuis lundi dernier ont décidé ce matin, au cours d'une assemblée générale, la reconduction du mouvement jusqu'à mercredi matin. Le programme minimum prévu par la loi sera donc appliqué durant le week-end, tant pour les programmes que pour les journaux télévisés. Rappelons que ces grèves ont été déclenchées pour la défense de l'emploi des personnels dans les organismes devant succéder à l'ORTF le 6 janvier prochain. Au cours de la journée d'hier, le PDG de l'ORTF, M. Marcelon, avait communiqué aux organisations syndicales les demandes des personnels techniques et administratifs présentées par les futures sociétés. Les dirigeants syndicaux ont annoncé hier soir que 519 agents statutaires ne seraient pas répartis et ont rappelé que 261 journalistes n'étaient pas affectés actuellement dans les nouveaux organismes. Mais contrairement à ce qu'ont affirmé certains organes de presse, la direction générale a précisé de son côté que le document de travail remis aux syndicats indique que si 524 agents n'avaient pas reçu une proposition de répartition dans leurs fonctions actuelles, 334 offres d'emploi dans des fonctions différentes ont par contre été proposées par les nouvelles sociétés. La commission de répartition des personnels va maintenant étudier ce document de travail ainsi que les procédures de reconversion et de reclassement qui seront mises en œuvre. À la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi sur la libéralisation de l'avortement, ce problème demeure naturellement dans l'actualité. Notre spécialiste médical Pierre Bourget a demandé au professeur Minkowski quels étaient néanmoins les dangers éventuels consécutifs à un avortement provoqué jusqu'à la 12e semaine, à court ou à moyen terme. 5 ans, vous vous occupez de sauver les enfants prématurés. Alors pourquoi vous intéressez-vous à l'avortement? Eh bien justement parce qu'un certain nombre de mères d'enfants de notre service prématurés, gravement touchés, ont eu à subir précédemment des avortements clandestins et c'est pour ça qu'elles ont accouché prématurément. Quel est exactement le risque de mortalité pour une femme qui se fait avorter dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions médicales, de la 1re à la 12e semaine? Ce risque est très faible et là je vais vous citer bien sûr les meilleures statistiques occidentales. Tout le monde ne travaille pas aussi bien. Dans ces conditions, le risque de mort pour la femme qui se fait avorter est de l'ordre de 2 à 4 pour 100 000. Si vous comparez ce chiffre à celui donné par l'Organisation mondiale de la santé, de la mortalité des mères qui accouchent dans n'importe quelle condition, ce chiffre est de l'ordre de 20 pour 100 000. On peut en conclure que le risque d'un avortement bien fait par aspiration dans les 12 premières semaines est négligeable. Monsieur, y a-t-il des risques d'accident ou de maladie dans les suites immédiates d'un avortement médicalement bien fait? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup moins que quand l'avortement est mal fait, et en particulier clandestinement, mais cela vous explique que c'est un problème qui est du ressort médical. Car dans les jours qui suivent, et ceci jusqu'à la fin du 1er mois, la femme, même dans le cas d'un avortement le mieux fait possible, peut saigner, peut s'infecter et peut garder quelques débris de l'œuf. Dans ces conditions, il faut un service d'accueil et un service de suite organisés par les médecins responsables et qui peuvent permettre d'empêcher ces complications qui ne sont pas négligeables. Est-il exact, monsieur, qu'un avortement, même médicalement bien fait, risque de provoquer, à court ou à moyen terme, une stérilité définitive chez la femme? Alors là, vous me parlez d'un seul avortement. Sur ce problème, il semble que oui, et qu'il y ait environ 5%
de stérilité dans les suites, mais ce risque est mal jugé à l'heure actuelle. Il devient certainement très grand quand les avortements se répètent. Et quand il y a avortement, même médicalement bien fait à répétition, est-ce qu'il y a risque d'accident pour les naissances à venir et lesquelles? Alors là, vous pouvez dire que vous tombez dans le domaine qui précisément me soucie énormément, c'est celui de la naissance prématurée, du risque très augmenté lorsque les avortements se répètent. On a pu ainsi montrer, et en particulier dans les pays où l'avortement a été légal, comme la Hongrie et d'autres pays, que les risques d'accouchement prématuré sont multipliés par 1,5 au deuxième avortement, légal bien fait, et multipliés, tenez-vous bien, par 2 quand il s'agit du troisième. Ce qui veut dire au bout du compte que quand on a eu 3 avortements, même bien faits, même légaux, on a 2 fois plus de chances d'avoir un prématuré, donc un handicapé. Dans ces conditions, il est bien certain qu'en aucun cas, l'avortement, qui ne doit être qu'une mesure de dernier recours, ne doit être répété puisqu'il y a un grand risque pour la progéniture future et par conséquent non seulement de handicap mais aussi de mortalité pour l'enfant. Monsieur, est-ce qu'un avortement ou plusieurs avortements risquent de provoquer des troubles psychologiques chez les femmes? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que l'avortement, de toute façon, est une épreuve. Donc, la femme est certainement dans une situation difficile, est en détresse au moment où cela se produit, mais l'expérience montre, dans un certain nombre de pays, qu'à partir du moment où l'avortement a été légalisé et la propagande pour la contraception et la technique de la contraception bien établie, les femmes ont tendance à renoncer à l'avortement. Et mon expérience, voyez-vous, de pédiatre, m'a montré en tout cas qu'une femme qui, dans un moment comme celui-là, difficile à passer, avait eu à subir un avortement et souvent dans des conditions extrêmement difficiles, et cependant toujours une excellente mère. Et pour moi, comme pédiatre, c'est ce qui compte. La construction de l'Europe va donc être à nouveau évoquée à partir de lundi prochain à Bruxelles, où les ministres des Affaires étrangères des 9 vont se réunir afin de préparer la rencontre des chefs de gouvernement de la communauté les 9 et les 10 décembre prochains à Paris. Cette réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères devrait être facilitée par les divers contacts bilatéraux qui se sont multipliés ces jours derniers, le plus important ayant été le contact entre le président Giscard d'Estaing et M. Helmut Schmidt, le chancelier allemand. Voyons avec notre correspondant permanent en Allemagne fédérale dans quel esprit les responsables allemands abordent ce prochain sommet européen. Helmut Schmidt viendra donc au sommet de Paris. Officiellement, il s'en félicite. Pourtant, durant ces derniers jours, des rumeurs de déception circulaient dans la capitale fédérale allemande. On disait Helmut Schmidt déçu par la situation actuelle de l'Europe, mais aussi par son ami Valéry Giscard d'Estaing. Ces rumeurs ont bien entendu été très vigoureusement démenties par le gouvernement allemand. Il n'est cependant pas évident que Valéry Giscard d'Estaing, autant que Helmut Schmidt, ne se soit dit que des choses agréables au cours de la conversation téléphonique de 3 quarts d'heure qu'ils ont eue avant-hier soir. Dans tous les cas, l'attitude allemande est assez facile à sentir, sinon à analyser depuis Bonn. Avec l'arrivée du président Giscard d'Estaing au pouvoir en France, Bonn espérait ouvertement qu'il réussirait rapidement à mettre en place une politique économique, mais surtout sociale, qui permettrait à la France de s'ouvrir de façon plus moderne au monde et à l'Europe. Cette attente est partiellement déçue, il faut le dire, et les Allemands, et plus particulièrement Helmut Schmidt, sont littéralement sidérés par l'évolution actuelle de la politique intérieure, mais surtout sociale française. À un moment où ils ont besoin de partenaires solides, l'affaiblissement relatif de la France inquiète à Bonn. En venant à Paris, Helmut Schmidt s'évertuera donc, un peu contre sa nature, de comprendre ce qui se passe en France et d'en tenir compte dans la définition commune d'une sorte de plan européen de lutte paradoxale et périlleuse contre l'inflation et le chômage tout à la fois. Il évitera aussi de placer le débat sur un terrain politique plus miné. En clair, il évitera une fois encore que le choix soit fait par les Européens entre une Europe européenne et une Europe, disons, atlantique. Il veut aussi, par la même occasion, redécouvrir éventuellement son ami Giscard d'Estaing qu'il perçoit aujourd'hui plus qu'hier, plus qu'il y a 3 mois, comme un gaulliste. Nouvelle violence en Irlande du Nord la nuit dernière. 2 attentats à la bombe ont fait une 60aine de blessés dans 2 pubs. Les victimes sont en majorité des catholiques. Des attentats à mettre au compte soit de l'IRA, soit des extrémistes protestants. L'une des plus grandes usines de pneumatiques du monde, installée au Texas, a été le théâtre la nuit dernière d'un très grave accident. À la suite
d'une explosion dont on ignore encore les causes. Un gigantesque incendie s'est déclaré et plusieurs déflagrations ont été entendues jusqu'à 75 km de là. Les premières dépêches faisaient état ce matin d'au moins 10 blessés et 1 disparu parmi les ouvriers qui travaillaient dans ce gigantesque complexe industriel qui, je vous le rappelle, se situe au Texas. Je vous le disais au début de ce journal, dans les titres, la marée noire a pris une certaine extension au large des côtes normandes à la suite de la collision de 2 pétroliers récemment. On peut voir notamment sur place le triste spectacle de milliers d'oiseaux morts. 4 plages du littoral normand, souillées, polluées, endeuillées par une nouvelle marée noire. À l'origine de cette pollution, une collision mardi dernier au large du Havre entre 2 pétroliers pourtant de faible tonnage. Sur chacune des 4 plages sinistrées, Vaucotte, Senneville, Elto, Yport, une masse visqueuse d'hydrocarbures qui atteint à certains endroits 4 mètres d'épaisseur. Les victimes de cette pollution, des milliers d'oiseaux de mer englués dans des tonnes de pétrole brut. Des volontaires se sont portés spontanément à leur secours, mais bien peu d'oiseaux dont les corps ont été rejetés sur le rivage pourront être sauvés. Depuis hier, 200 hommes, des militaires, des pompiers, des bénévoles, nettoient les plages normandes polluées. Mais leur mission n'est pas simple, il leur faut, saut après saut, évacuer vers la station de dégazage du Havre plus de 1500 tonnes de pétrole brut actuellement répandues sur ces plages. Mais hier soir, un Nord 2500 équipé d'un dispositif ultramoderne de détection à infrarouge repérait à 5 km de la côte de nouvelles taches d'hydrocarbures. Dès l'aube, 2 navires de la Marine nationale se sont dirigés sur les lieux repérés hier soir et traitent actuellement ces nappes à l'aide de produits dispersants. Si la situation permettait hier d'être relativement optimiste, ce matin, nouvelle alerte. Une reconnaissance aérienne a en effet signalé la présence de nouvelles nappes de pétrole qui se dirigent actuellement vers la côte. Voilà toujours quelque chose de plus réjouissant. 3 villes françaises sont à l'honneur depuis hier, puisqu'elles ont remporté le concours Harmonie de nos paysages organisé par la Fondation de France. Ce sont les villes d'Uzès, Lys-les-Launois dans le nord et Loudéac dans les Côtes du Nord. On mesure l'importance de cette distinction lorsque l'on sait que tout ce qui touche à l'environnement est très sensibilisé dans l'actualité depuis maintenant plusieurs années. Les maires de ces 3 villes se sont donc retrouvés hier à Paris pour recevoir leur prix des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski. 2 des 3 élus, M. André Rancel, maire d'Uzès, et M. Desmulliers, maire de Lys-les-Launois, sont socialistes, c'était à relever. Le 3e élu, M. Pierre-Étienne, maire de Loudéac, est UDR. M. Desmulliers, maire de la ville de Lys-les-Launois. Avec toutes mes félicitations. 27 municipalités s'étaient présentées au concours. Oui. Bien, nous avons, comme vous l'avez constaté en même temps que moi, un léger incident technique. Nous allons reparler un peu de sport et je pense que nous serons en mesure dans quelques secondes de vous diffuser cette remise des prix. Voyons le sport. Basket, la 11e journée du championnat de France, dont les matchs se disputeront ce soir, sera marquée par le choc Le Mans-Antibes qui occupe à égalité les 2 premières places du classement. Automobile, le départ du Tour de Corse sera donné dans un peu plus d'1 heure à Bastia. L'arrivée se fera également à Bastia dimanche vers 14h30 après une randonnée de 1320 km dont 370 d'épreuves spéciales. Ski, ouverture de la saison internationale aujourd'hui à Montgenèvre, qui est situé à proximité de Briançon. Pour les Français, ce sera l'occasion d'une première revue des effectifs et la possibilité aussi de mieux situer les progrès d'une vingtaine de jeunes espoirs de la spécialité. Voyons donc maintenant, pour terminer ce journal, cette remise de prix de la Fondation de France hier par le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski. M. Rancel, maire de la ville d'Uzès. 27 municipalités s'étaient présentées au concours. L'enquête a été minutieuse, les questionnaires précis et complets.
La Fondation de France avait confié à un comité technique le soin d'établir un rapport sur les dossiers présentés afin de fournir un avis technique au jury. 10 villes ont été retenues, parmi elles 3 ont finalement été élues, à savoir 2 premiers prix ex-aequo de 30 000 francs à Uzès et L'Isle-et-Launois, un 3e prix de 10 000 francs à Loudéac. Les 3 maires sont récompensés d'un travail souvent difficile. L'aménagement de sa ville est absolument fondamental. C'est de lui que vient la véritable initiative pour l'aménagement, le développement, l'évolution de la ville. Ce que vous avez fait seuls, messieurs les maires, et après un long travail, nous allons essayer de le faire plus rapidement en aidant les petites villes précisément à protéger leurs sites, à créer des espaces verts, à créer des aménagements permettant une meilleure qualité d'existence dans ces villes. L'Isle-et-Launois est une ville de 13 000 habitants de la banlieue de Roubaix. Problème principal, éviter une densité de construction trop forte et sauvegarder les espaces verts dans un environnement industriel. C'est une réussite. Le plus difficile au départ, c'était de faire l'unanimité des conseillers municipaux et de leur faire accepter dans une ville qui avait vécu d'une façon un peu routinière en se contentant de très faibles équipements, d'accepter tout de même des charges nouvelles et de transformer la ville. Et la difficulté, ça a été de leur faire admettre un plan directeur qui était à l'étude et qui transformait complètement la ville et qui faisait surtout la liaison des quartiers, qui prévoyait des implantations nouvelles et qui établissait des liaisons et qui réanimait le centre de la ville. Uzès dans le Gard, 8300 habitants. La ville est belle par elle-même, on a voulu la développer sans la défigurer. Souci constant, maintenir la population sur place, on envisage d'installer de petites industries. Le maire a adressé une critique à l'administration, il craint le départ d'entreprises publiques génératrices d'emplois vers de plus grandes cités. Le ministre de l'Intérieur l'a rassuré, souci constant donc, l'emploi. Les jeunes restent à Uzès? Les jeunes restent, vous savez, autant que possible. Remarquez, on en a eu pas mal puisqu'on a eu l'implantation d'un hôpital important, l'hôpital psychiatrique. Alors il y a pas mal de jeunes qui ont trouvé des situations là. Mais là aussi, il faudrait qu'on nous aide. Enfin, le ministre en a parlé aussi. Parce qu'au fond, toutes les usines, vont dans les grands centres. Loudéac enfin, dans les Côtes-du-Nord. Maire, M. Pierre-Étienne. Sa ville est l'exemple type d'une petite cité équilibrée, où il fait bon vivre. Voilà, cette présente édition est terminée. Le prochain rendez-vous de 24h sur la Une est ce soir à 20h. Bon après-midi.